Bon, alors, je vous présente Philippe Pastoureau, qui est un agriculteur spécial, comme disait Karim. On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, dans quelle région, etc., en quelques mots? Puis après, on attaque. Eh bien, en fait, je suis agriculteur sur la Sarthe avec mon épouse. On a des vaches laitières, des volailles de louer, 90 hectares de culture. Et depuis peu de temps, on a monté un élevage de vers de terre, mais ça, c'est uniquement pour la passion. D'accord. Bon, on va y revenir. Alors, en gros, on va reprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu montres quel est ton parcours. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu vas franchir un tabou qui est un vrai tabou, c'est-à-dire que tu vas cesser de labourer. Or, pour tous ceux qui aiment l'agriculture, pour tous les agriculteurs, pour tous ceux qui en rêvent ou qui l'ont côtoyé, labourer, c'est vraiment l'acte mythique, un peu phallique en même temps, mais l'acte mythique, voir se retourner la terre, voilà. Et d'un coup, tu vas arrêter de labourer. Alors, qu'est-ce qui t'amène en 95 à te poser ce type de questions? Comment ça démarre? En fait, je sais même pas trop pourquoi j'ai fait ça. J'ai fini les études en 92. Je fais partie d'une famille de 7 enfants, mais j'ai remplacé mes parents, je suis le dernier. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très novateurs, très en avance sur les nouvelles technologies et tout. Et rapidement, en fait, on a vu aussi des problèmes apparaître, des problèmes de résistance, de maladies que l'on n'arrivait plus à contrer par la chimie, des problèmes de sol qui se dégradaient. J'ai la chance d'être sur un bassin versant. Enfin, quand je dis j'ai la chance, Oui, c'est que très tôt, on était sensibilisé aux problèmes de pollution. Et j'ai hérité de la génération agriculteur-pollueur. Et en fait, ce terme, je le portais mal. Et je me disais, faut qu'on change ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer des voisins qui étaient dans ma problématique. Et en fait, 92, il y a eu la réforme de la PAC, donc des grosses inconnues sur le monde agricole, on ne savait pas ce que ça allait donner. Et 95, on a voulu aller beaucoup plus loin pour consolider nos exploitations, et on s'est dit, on va mettre en commun notre matériel de travail du sol, on va partager le tracteur, parce que le tracteur, c'est ce qui coûte quasiment le plus cher sur une exploitation. Et on a fait la démarche en groupe, et à l'époque, on ne savait pas que c'est le groupe qui allait nous sauver par la suite. C'est-à-dire que vous avez décidé de vendre vos tracteurs individuels et d'en acheter un ensemble. Voilà, en fait, grosso modo, on avait des problèmes d'érosion. Tous les printemps, il y avait de la terre qui partait dans les fossés. La collectivité paye ce ramassage de la terre quelque part. Et nous, on se disait, est-ce que c'est normal? J'ai aussi rencontré des gens comme Claude Bourguignon qui m'ont interpellé sur la disparition de la biodiversité, les abeilles, les papillons, tout ça qu'on voit de moins en moins. Et en fait, je me disais, mais moi, je suis acteur, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer de résoudre tous ces problèmes? Et on a vu quelques agriculteurs autour de chez moi, des agriculteurs pionniers qui avaient abandonné le labour. Et en fait, on a abandonné le labour uniquement pour des raisons économiques, dans un premier temps, pour gagner du temps, et on ne savait pas que ça allait nous emmener vers l'agronomie. C'est-à-dire, en gros, vous voyez que vous avez des problèmes de pollution, vous voyez que vous voyez la terre foutre le camp dans les ruisseaux régulièrement dès qu'il y a une pluie un peu forte. Vous vous dites, c'est quand même pas normal, cette terre qui est là depuis longtemps, qu'elle disparaisse. Vous voulez diminuer vos coûts, donc vous vous dites, déjà on n'a plus un tracteur par personne, et on essaie de limiter l'intervention en fait, des tracteurs. C'est comme ça que ça démarre. Voilà, au démarrage, c'est un raisonnement purement de chef d'entreprise qui cherche à tirer le maximum de profit sur son outil de travail. Donc du coup, vous arrêtez les labours directement. On arrête les labours pour gagner du temps, pour réduire les coûts de mécanisation. D'accord. Et rapidement, on va s'apercevoir que ça n'a pas changé grand-chose sur nos problèmes environnementaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on arrête les labours? On sème comment? On fait comment? Il existe plein d'outils qui permettent de semer sans retourner les horizons. Et on le voit aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'agriculteurs abandonnent le labour pour acheter des outils qui sont beaucoup plus violents qu'une simple charrue. Et le labour, c'est ancestral. Ça a été mis au point pour résoudre des problèmes de désherbage, pour être capable de semer sur un sol propre. Oui, l'idée, c'est nettoyer le sol. Voilà, au début du 19e. Voilà. Aujourd'hui, quand on utilise la chimie, il n'y a aucune raison d'utiliser une charrue. Techniquement, il n'y en a plus besoin. Tous les semoirs sont capables de semer dans des résidus. C'est juste la tête du bonhomme qui n'est pas forcément prête. D'accord. Donc au départ, vous arrêtez le labour, vous griffez, vous décompactez les sols. Voilà, on continue. En fait, on a un outil qui fissure en profondeur, qui soulève le sol. On en a un autre qui incorpore les résidus, non pas à 28 cm comme la charrue, mais à 5-15 cm. C'est ce qu'on appelle chez nous les TCS, techniques culturales simplifiées. C'est ce que l'on a fait dans un premier temps. Et alors, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas très longtemps, oui. Ça marche au début.
Mais en fait, on repousse les problèmes toujours, plutôt que de chercher à les résoudre, on les repousse. Et dans les années 2000, donc 5 ans après l'abandon de la charrue, on s'est dit, mais en fait, on n'a pas tout résolu, on a encore des gros problèmes et on utilise de plus en plus de chimie. Donc ça ne nous plaisait pas. C'est-à-dire, pourquoi on utilisait plus de problèmes de... Voilà, il y avait des nouveaux prédateurs comme les limaces, par exemple. C'est des prédateurs qu'on ne connaissait pas en labour. Elles sont arrivées avec le non-labour. On a eu des soucis de salissement de parcelles, certaines plantes qui sont devenues résistantes aux produits chimiques. Donc vous mettez de plus en plus de produits chimiques. Alors, heureusement, les firmes chimiques nous sortent des nouveaux produits, mais quelquefois, ils ne savent plus comment faire. Et moi, agriculteur, je suis devant un mur, en fait, j'ai plus de solution. Et c'est là qu'on se dit, il faut peut-être voir autrement, quoi. Alors justement, tu m'as dit, on a commencé par décompacter les sols, et après, on a décidé de décompacter les cerveaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... En fait, décompacter les cerveaux, c'est changer sa manière de voir les choses. Et une phrase qui m'a beaucoup aidé pour me décompacter le cerveau, c'est un agriculteur qui m'a dit tu vas passer d'exploitant agricole à cultivateur. Un cultivateur, c'est quelqu'un qui cultive la vie de la terre. Et alors là, je me suis pris une claque en disant oula, j'ai un tracteur, j'ai un semoir, mais j'ai aussi une terre, j'ai aussi un sol. Et je n'avais jamais regardé. C'est à ce moment-là que tu fais la rencontre avec cette femme-là Oui, en fait, Odette, on a fait venir, je fais partie d'une association, on a fait venir une technicienne du Québec, Odette Ménard. Elle est payée par le ministère de l'Agriculture canadien pour aider les agriculteurs à faire la transition vers le non-labour, vers l'agriculture de conservation, parce qu'ils pensent que ça peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Et elle est venue dans mon canton, en fait, faire une réunion publique, et elle nous a parlé de vers de terre. Et alors là, c'est... Le jour où je l'ai écouté, on était 200. Les vers de terre, on savait que ça servait à aller à la pêche. Mais hormis ça, c'était à peu près tout. Et le fait que ce soit une femme, je l'ai écouté. L'après-midi, on était dans le champ. C'est ça qui était très bien, c'est que c'était un chercheur, mais qui pouvait aller dans un champ et qui pouvait parler à un agriculteur en lui donnant des conseils. Et en fait, là, il m'a fait voir le travail réalisé par les vers de terre. Et c'est sûr que ce jour-là, je ne me suis pas couché tranquille, quoi. J'ai passé plusieurs nuits à me dire comment j'ai fait pour oublier les vers de terre. Et elle te parlait de quoi? Tu me disais de cabanes de vers de terre, c'est ça? Voilà, en fait, elle m'a parlé des cabanes de vers de terre. Donc, elle nous a fait voir une image, c'est un petit monticule de résidus qui permet d'obstruer en fait la galerie des vers de terre. Et 2 ans avant, j'avais entendu Carlos Crovetto, qui est un agriculteur chilien, qui lui s'est mis à cultiver au Chili des sols dont plus personne ne voulait, qui repartaient en forêt. Et en fait, Carlos disait la graine est pour l'homme, la plante est pour le sol. Quand je l'avais entendu, j'avais retenu cette phrase, mais je ne l'avais pas compris. Et en fait, quand Odette a parlé des cabanes, j'ai compris que pour faire une cabane, il faut des résidus. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre le sens de l'agriculture de conservation, de laisser les résidus sur le sol, parce qu'en fait, ces résidus permettent de développer une vie biologique. S'il n'y a pas de résidus, si on les enfouit à 28 cm ou à 5 cm ou à 10 cm, on est sur un sol qui aura besoin de soutien chimique. Si on les laisse sur le sol, si on accepte dans sa tête de se dire maintenant on va semer au milieu des feuilles, au milieu des brins de paille, eh ben en fait le sol il se transforme. C'est une vraie révolution de faire ça, parce qu'on était quand on a remis le prix à l'UNESCO des lycéens, le prix des terres éthiques des lycéens, il y a un lycéen qui dit chez nous il y a des agriculteurs bio, mais on passe là, on ne comprend pas grand-chose, puis il y a plein d'herbes, ça ne fait pas propre. Il y a vraiment cette image du labour qui doit être nickel. Mais certains vont même à faire des concours pour voir qui est le plus beau labour. Aujourd'hui, on en rigole. C'est comme aujourd'hui, on voyait les moissons à l'ancienne. Pour moi, les concours de labour, ça fait partie du passé. Je ne renie pas, j'ai labouré, je l'ai fait, je croyais que c'était bien. Bon, demain, je ne sais pas comment ce sera fait, mais ça va être différent, c'est évident. Et la vision que l'on va avoir des champs va être différente. Ce ne sera pas forcément que du blé, mais ce sera peut-être du blé mélangé avec d'autres plantes qui vont s'arrêter à un moment donné pour laisser le blé à la fin. Et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui, quoi. Alors justement, est-ce qu'on peut... Ce que je comprends, c'est que quand tu rencontres cette femme-là, Odette, elle te parle de ses cabanes, toi, 2 jours après, tu vois sur ton sol, tu m'as dit, je croyais que ces histoires de vers de terre, c'était bon qu'au Canada, j'y croyais pas trop. Puis d'un coup, tu vas sur tes terres, et là, tu t'aperçois tu vois ces petites cabanes, quoi. Voilà. Et en fait, quand Odette a parlé, je te disais, on était 200 dans la salle, tout le monde l'a respecté. Alors franchement, des cabanes, oui, au Canada, il fait froid sans doute, qu'ils ont besoin de ça, mais
en France. Mais le midi, on se disait, as-tu déjà vu des cabanes? Personne n'en avait jamais vu, personne. Puis l'après-midi, on était dans le champ. Et en fait, en sortant de la salle, sous les arbres, elle nous a dit, regardez les feuilles, regardez comment elles sont. Il y a des amoncellements. C'est pas le cantonnier qui a fait des petits tas de feuilles, c'est les vers de terre. Et après, elle nous a expliqué la fonction de cette cabane. La nature est extrêmement bien faite. Et elle nous a posé la question, savez-vous quand l'eau arrête de pénétrer dans le sol? Parce qu'on parle de sol, mais pour qu'une plante pousse, on l'a vu, il faut des engrais minéraux ou naturels, mais il faut que tout ça, ça se mette en solution dans l'eau. Donc il faut de l'eau dans le sol. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et en fait, les cabanes permettent de réguler justement ce pourcentage d'eau dans le sol. Et en fait, il y a une loi physique qui dit que l'eau arrête de pénétrer dans le sol lorsque le film d'eau formé à la surface du sol est égal à la moitié du diamètre des gouttes. Alors ça, c'est purement physique. Vous dites ça à un agriculteur, il s'en fout. Part en courant. Et ouais, voilà, c'est de la physique. Mais en fait, quand on l'applique à la parcelle, on va prendre une image, le sol, c'est une éponge. On pose une éponge sur une flaque d'eau, on voit l'eau monter dans l'éponge, c'est des phénomènes de capillarité. Si on commence à arroser l'éponge, quand l'eau pénètre dans les porosités de l'éponge, pour qu'elle puisse pénétrer, il faut que de l'air sorte. Le sol, c'est pareil. Pour que l'eau pénètre dans le sol, il faut que de l'air sorte. Et en fait, si il se forme, quand il pleut, s'il se forme un film à la surface, même si le sol est sec, l'eau ne va pas pénétrer, parce que l'air ne peut plus sortir. Et en fait, c'est là qu'on a les problèmes d'érosion, c'est là qu'on retrouve la terre dans les fossés, c'est là qu'on a les problèmes de pollution, parce que c'est là qu'on emmène les nitrates, les pesticides et le phosphore. Le phosphore ne se déplace qu'avec l'argile. Et en fait, si on veut réduire les problèmes de pollution de mon bassin versant, eh bien en fait, il faut empêcher la formation du film dans la parcelle, et pour empêcher la formation du film, il faut des résidus. Je t'avais entendu un jour parler à des agriculteurs et tu disais, regardez, si le sol est nu, ça fait comme l'aquaplaning sur un goudron quand vous conduisez. Donc la flotte arrive et elle part en fait de chaque côté et elle lessive. Voilà. Et tous les ans, journal télévisé, au mois de mai, on voit des coulées de boue suite à des orages violents. Donc on dit que c'est le changement climatique. Mais non, ce n'est pas du tout le changement climatique. C'est juste que l'agriculteur s'est trop appliqué à avoir un sol trop plat. Et en fait, le film s'est formé à la première pluie. Un orage de 15 mm peut entraîner de la terre dans un fossé. Ça, c'est pas normal. Donc quand tu prends conscience que le sol est vivant, en fait, c'est ça que d'un coup, cette femme, plus tout ce que tu avais fait avant, te fait comprendre qu'au-delà de réduire tes coûts de production, tu as un vrai problème qui est que ce sol est vivant et que tu l'avais oublié. Donc tu vas décider de t'intéresser à ton sol et tu dis, je t'ai entendu dire, je décide d'abandonner le travail mécanique au profit d'un travail biologique. Donc en gros, en fait, ce qui est dur pour un agriculteur, c'est de passer d'une agriculture conventionnelle où on va utiliser des machines et de la chimie à une autre forme d'agriculture. Moi, je n'ai pas choisi la forme d'agriculture biologique qui s'interdit les produits chimiques. Aujourd'hui, je mets en pratique l'agriculture de conservation. Donc on réduit le travail mécanique et on réduit au maximum les produits chimiques qui peuvent perturber la vie biologique. Donc tu réduis le travail mécanique, c'est-à-dire que tu réduis les tassements, voilà, le bouleversement du sol. Imaginons que nous, on vit là. S'il y a un gros tracteur qui nous chamboule et qui nous met la tête à l'envers, il va falloir se remettre droit, etc. On va remettre en santé le sol par étapes. Comme on pourrait restaurer des locaux ici, on ne va pas tout mettre par terre pour reconstruire, on va y aller doucement. Et une parcelle en agriculture conventionnelle, on a à peu près 100, 200, 300 kg de vers de terre par hectare. Le ver de terre, c'est notre indicateur. 100, 200 kg par hectare. Voilà, 1 gramme de vers de terre, c'est 4 grammes de bactéries qui permettent à la plante de vivre. Une forêt est à 5 tonnes. On passe de 500 à 5 tonnes. Mes meilleures parcelles aujourd'hui, chez moi, sont à 2-3 tonnes. 2-3 tonnes. De vers de terre par hectare. Et en fait, les vers de terre réalisent un travail biologique. C'est-à-dire qu'ils mangent. Ils mangent les déchets végétaux. Ils mangent les résidus posés sur le sol. Ouais. Ils les digèrent. La digestion de tout ça permet aux bactéries de vivre. Et en fait, ils vont creuser des galeries qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer, à l'air de sortir, aussi à l'air de rentrer pour que les bactéries du sol respirent. Ces bactéries, elles ont besoin d'air pour vivre. Hein. Donc, les galeries amènent de l'air pour qu'elles vivent. Voilà. Quand l'eau tombe, l'eau passe par ces galeries et l'air ressort par d'autres. Exact. Donc il y a l'échange dont tu parlais. Donc l'eau descend et se stocke dans le sol. En fait. Voilà. Et en fait, le gros problème de la transition, c'est de passer de 500 kg de vers de terre par hectare à 2 ou 3 tonnes. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain.
C'est le ver de terre, il peut se multiplier, mais c'est pas du jour au lendemain qu'on va augmenter le cheptel. Tu vas pas semer des vers de terre Non, il n'y a aucun commerce là-dessus. Et d'ailleurs, si vous en voyez un, n'en achetez pas. Ils ne seront pas faits pour chez vous, quoi. Ouais, c'est pas les bons. Non, il faut laisser la nature. Donc concrètement, est-ce que tu peux prendre 2 exemples? Comment tu faisais avant et comment tu fais maintenant? Je sais pas, une parcelle de blé, est-ce que tu as conservé du blé ou du maïs? Pour que les gens les moins aguerris puissent comprendre clairement qu'est-ce qui va faire la différence? Alors, donc en fait, ce que l'on veut maintenant, c'est on ne veut plus voir le sol nu. Le sol doit toujours être couvert. Quand vous vous promenez en train, en voiture, les champs ne doivent pas être marrons, surtout pas. Soit ils sont verts, soit ils sont jaunes, soit ils sont couverts de résidus, mais on ne doit pas voir la terre. J'ai entendu un professeur Nahon, depuis je ne sais combien de dizaines d'années, dire que c'était dramatique de voir des sols nus. C'est comme une maison sans toit. C'est une maison sans toit, personne ne va y habiter. Un sol nu, personne n'y habitera. Donc plus de sol nu. Plus de sol nu. Donc ça, on se le met dans la tête, on se met des photos, on les met partout chez soi pour s'imprégner de cette nouvelle technique. Et on essaye petit à petit. On ne va pas faire une transition de toute l'exploitation, parce qu'économiquement, on affronte des échecs. Donc oui. Il faut mesurer le risque. Et en fait, on y va petit à petit. Et en fait, après, c'est exponentiel, parce que quand on commence à arriver à 1 tonne, 1,5 tonne, 2 tonnes de vers de terre, ce qui est très impressionnant, c'est que les 2 à 3 tonnes de résidus qu'on va laisser poser au sol, en 6 mois, ils vont être digérés. Ils vont avoir disparu. Ouais. Totalement disparu. Et en fait, on aura tellement de galeries de vers de terre que notre sol va être bien oxygéné. Donc, on aura beaucoup moins de champignons pathogènes qui, aujourd'hui, nous amènent des maladies sur les cultures. Donc, en fait, nos plantes vont être beaucoup plus saines. C'est là qu'on commence à avoir moins besoin de produits chimiques. Et en fait, ça, on peut le mesurer en regardant le taux de matière organique des sols. Donc, ce que tu dis, on peut le vérifier. C'est-à-dire, n'importe quel jardinier laisse un petit tas de végétaux, il le laisse un certain temps. Quand ce tas de végétaux se sera dégradé, il va en fait pouvoir rentrer sa main directement dans le sol. C'est-à-dire, il va pouvoir. Le sol est devenu meuble. Voilà. En fait, on obtient du terreau. Tout le monde peut essayer dans son jardin de mettre des résidus. Ça va se transformer en terreau parce que c'est les vers de terre qui vont venir brasser tout ça. Mais ce que tu dis aussi, c'est qu'à partir du moment où vous enrichissez ce sol devient vivant, tu dis que les plantes, donc en surface, les plantes qui poussent dans ce sol, génèrent moins de maladies? Oui, parce qu'en fait, elles vont être alimentées de matière beaucoup plus organique. J'ai dit qu'on cherchait à faire monter le taux de matière organique. Chez moi, j'ai démarré des sols à 1,5% de matière organique, alors qu'il y a de l'élevage. Aujourd'hui, les meilleures parcelles arrivent à 2,8, 3. Et en fait, quand on augmente le taux de matière organique, c'est toujours l'image de cette éponge, mais en fait, l'éponge a grossi. Et on stocke beaucoup plus d'eau. Parce que pour produire plus, il faut plus d'eau. Et l'eau du ciel, il ne va pas en tomber plus. Donc, celle qui tombe, il faut la retenir. Donc, plus de sol nu. Ensuite, un couvert végétal. Alors, voilà. Par exemple, quel type de couvert végétal? Je voulais que tu me parles du couvert végétal et des associations, en fait. Alors, dans un premier temps, on a démarré avec des choses basiques, genre moutarde, avoine, ce que tout le monde fait au démarrage. Et puis, on s'aperçoit que ce n'est pas les meilleures plantes, parce que ce qui nous intéresse, c'est de capter l'azote de l'air. Ouais. Donc, on s'intéresse beaucoup aux légumineuses. Ce sont des plantes que l'on va chercher à semer l'été. Elles vont capter l'azote de l'air, le stocker dans le sol et le refournir pour la culture suivante. Le trèfle, par exemple, ou la luzerne sont capables d'attraper l'azote et de synthétiser le trèfle, la luzerne, la veste, les pois, la févrole, plein de cultures que nos ancêtres faisaient parce que c'est ça qui met aussi de la vie dans le sol. Et pour aller plus loin, on s'est dit, mais il faut arrêter de se dire du blé, ça dure 1 an et de calculer la marge nette à l'année. Maintenant, mon revenu, moi, il est fait du rendement de toutes mes parcelles, pas de la meilleure. Et donc on remet en place une rotation intelligente et toutes les cultures se succèdent de manière positive en amenant toujours un bénéfice. Et on commence à... C'est-à-dire qu'une plante va apporter tel type d'élément, puis tu la remplaceras par une autre plante qui, elle, aura un autre effet, soit mécanique, soit... Et en fait, on va alterner les graminées et les dicotes. On va mettre en place ce qu'on appelle des rotations 2-2. 2 graminées suivies de 2 dicotes, ce n'est pas la même famille. Ouais. Et on va alterner graminées de printemps, graminées d'automne, dicotes d'automne, dicotes de printemps. Et en fait, en modifiant ces cycles, on perturbe quelque part la nature, et les mauvaises herbes qui voulaient pousser n'y comprennent plus rien, parce qu'ils se disent, mais il a fait 2 graminées, donc là, c'est les dicotes qui poussent, donc là, on a les produits chimiques pour gérer les dicotes, et après, on va partir sur 2 dicotes, et en fait, les dicotes, elles ont disparu, donc il y a les graminées, et c'est comme ça qu'on arrive à gérer des problèmes de résistance, et simplement par un enchaînement de cultures intelligentes, et en fait, on n'a aucun mérite parce que c'est avec l'observation qu'on avance. Je me rappelle, en 2005, maintenant,
On a été voir une plateforme, un agriculteur qui avait mélangé plein de plantes pour faire un couvert végétal. Donc ça, c'est juste une plante entre deux cultures. Et parce qu'on a observé qu'en associant des plantes, il y a des années, c'est le pois qui pousse mieux, l'année d'après, c'est peut-être la févrole. Donc en les mélangeant, on diminue les risques. Et en fait, sur un bloc, l'agriculteur, il dit je me suis trompé, j'ai mis du colza avec. Bon, c'est une erreur, c'est pas grave. Et puis en fait, on a visité au mois de septembre. Bon, toutes les plantes étaient belles, en fleurs. Et on est revenu au mois de décembre, il avait commencé à faire froid, donc les plantes étaient gelées. Et on est revenu au mois de février. Et alors là, la surprise générale, tout était gelé sauf le colza. Et on s'est dit, mais c'est comme ça qu'il faut faire des colzas. En fait, c'est comme ça. Et là, il n'y avait pas eu de produits chimiques, et il y avait du super colza, qui n'avait pas été attaqué par les insectes, parce que toutes les autres plantes accompagnantes avaient joué un rôle de leurre. C'est comme un petit chêne qui est dans une forêt, qui est protégé par le reste. Et en fait, quand on a découvert ça, on s'est dit, mais... Vous avez fait se succéder en fait des variétés, des plantes différentes, en amenant le colza derrière, en sachant qu'il allait sortir après le gel. Non, au début, on ne savait pas que ça allait marcher. Oui. C'est accident. Oui. Mais en fait, c'est comme ça qu'on avance sur des accidents. C'est de l'observation. Mais donc, ça veut dire aussi que vous échangez. Comment vous faites? Vous échangez vous allez vous voir les uns chez les autres. Vous prenez des photos. Vous faites quoi? Pour l'instant, on n'est pas trop sur Facebook, mais on est plus sur Internet. En fait, Internet est arrivé dans toutes les fermes. Et en fait, les agriculteurs chat, bloguent et échangent entre eux. Et la grosse révolution, c'est aussi les appareils photo numériques. Parce qu'un appareil photo numérique, on prend une photo de ce que l'on voit dans le champ, on la poste sur Internet, et quelqu'un répond. Et en fait, la personne qui répond, ça peut être Monsieur Daon, ça peut être un technicien, un chercheur. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais il connaît la réponse. Et en fait, il va la donner gratuitement à tout le monde. Et là, ça permet de mettre en relation des gens qui, dans une salle, n'iront pas se parler. Mais sur Internet, les gens ne se connaissent pas, et en fait, se rendent service mutuellement, quoi. On voit que la modernisation, l'industrialisation de l'agriculture a en même temps pris tous les agriculteurs dans un élan. Moi, je me rappelle quand même qu'à l'époque, il y en avait beaucoup qui résistaient. Des vieux qui avaient mon âge, l'âge que j'ai maintenant, mais qui disaient, attendez les gars, on va un peu vite, non? Le fumier qui était la richesse de l'agriculteur, on le mettait de côté, il fallait l'enlever parce que c'était pas joli, puis après on le mettait plus dans les terres, enfin... Quelques-uns ont résisté, mais globalement, on a fait ce grand mouvement qui a servi à nourrir plusieurs milliards de gens en plus sur cette planète. Néanmoins, on voit que maintenant qu'on sait que les ressources sont rares, et on voit qu'il y a des techniques qui ne sont pas durables. Donc, on avait l'impression que dans cette dernière phase, pour faire la suite avec ce que disait Marcel Mazoyer tout à l'heure, les agriculteurs, ils ont été instrumentalisés. Ils ont, d'une part, perdu la maîtrise de leurs techniques, en tout cas, l'idée de réfléchir sur les techniques qu'ils adoptaient. Et la deuxième chose qui m'a choqué tout à l'heure, ce qui m'a fait plaisir, c'est que tu m'as dit, après avoir rencontré cette femme, j'ai mis un genou à terre, cette femme m'a fait mettre un genou à terre, et j'ai retrouvé l'amour de la terre. C'est-à-dire, tu me disais que quand tu te levais le matin, tu avais envie de te lever le matin parce que tu savais que ce que tu allais faire t'intéressait. Ben oui, parce qu'en fait, comme on ne sait rien, on sait qu'on va apprendre tous les jours. Et on va faire des pronostics, on va établir des schémas en se disant on va essayer de conduire nos cultures comme ça. Mais tous les jours, on va vérifier pour voir si ça se passe bien. Et si ça se passe mal, on va devoir corriger. Et en fait, c'est là qu'il y a une grosse différence avec la génération de mes prédécesseurs. C'est que je n'appelle pas le technicien pour lui demander comment je fais. Parce que le technicien, il n'a pas la réponse. Le technicien, il a la réponse produit chimique. Moi, je vais l'utiliser en dernier recours. Mais en fait, aujourd'hui, je veux trouver une autre solution. Et c'est là, en observant tous les jours, en communiquant les uns avec les autres. Mes parents pouvaient le faire, mais beaucoup plus difficilement. En fait, on peut dire que tes parents, ils ont été, comment dirais-je, des exécutants. C'est-à-dire quand il y a la grande machine de la modernisation et de l'industrialisation, ils deviennent exécutants. On leur dit, voilà les modèles, voilà ce qu'il faut faire, etc. Alors ils le font en apprenant beaucoup, en dépassant toutes les limites. Et on voit bien comment était l'agriculture des années 50 et comment 10 ans, 15 ans après, elle est devenue. C'est un truc fantastique. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu deviens acteur et même que tu deviens co-auteur. C'est-à-dire que quand tu as une question, tu la poses à la communauté des agriculteurs qui sont reliés et vous travaillez ensemble. Donc ma question, c'est comment tu vois le rapport à la recherche demain? Qu'est-ce que tu as à dire aux chercheurs? Comment tu veux travailler avec eux? Eh bien déjà, il faudrait qu'on apprenne à se connaître parce qu'on travaille dans des milieux différents. Et en fait, moi, là où je travaille tous les jours, c'est dans les champs, les pieds sur terre, quoi. Voir dans un trou pour observer la vie du sol. Et c'est là qu'il me faut des réponses. Donc,
le chercheur, il faut qu'il m'amène des réponses. Il faut déjà qu'il commence à reparler avec l'agriculteur. J'ai Faut rencontré qu'ils viennent te voir. qui viennent me voir ou que moi j'aille le voir. Mais en fait, je vais le voir, je lui dis bonjour, comment je m'appelle, ce que je fais, et après il vient me voir. Et moi, je vais lui parler de mes problèmes. Et s'il n'a aucune réponse à m'apporter, il ne m'intéresse pas. S'il a des réponses, eh ben, on va essayer de mettre en place des choses. Et on l'a fait, par exemple, avec le 7e et Gilles Sauzet. Et lui, il a des connaissances que moi, je n'ai pas. Et en plus, il a un réseau aussi d'informations où il peut avoir des réponses à des problèmes. Et c'est en travaillant main dans la main, en mettant des plateformes de recherche dans des champs gérés par des agriculteurs. Parce que les paysans, ce sont eux qui savent cultiver. Les chercheurs ont des connaissances. Mais quand vous demandez à un chercheur dans un labo de faire pousser du blé, c'est jamais que du blé de labo. Et au milieu d'un champ, je ne suis pas sûr que ça nous serve beaucoup, quoi. Et est-ce qu'il y a des chercheurs qui viennent te voir, qui viennent échanger avec toi, comment ils te regardent, les chercheurs? Tu en vois, ou tu vois des techniciens ou des chercheurs? Ça prendra une génération. Ouais. Pour les chercheurs, tu veux dire? Pour tout le monde. Quand je dis ça prendra une génération, c'est que le développement agricole se fait par-dessus la haie. Et en fait, il faut d'abord que les cultures soient belles pour intéresser mon voisin. Et c'est comme ça que ça se développe. Et c'est là aussi qu'on va intéresser un chercheur, parce que tout ce que l'on fait doit être crédible. On a quand même le devoir de nourrir le monde avec des produits sains. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, de se couper du monde, de dire attention, on va tout révolutionner. Non. Aujourd'hui, on a en France la nourriture la plus fiable. Personne n'est malade avec des produits alimentaires en France. Donc il ne faut pas critiquer ça, ça fonctionne bien. Il faut juste s'inquiéter de l'état des sols et se dire qu'est-ce que l'on peut faire pour continuer à avoir une agriculture saine, des agriculteurs qui vivent de leur métier, avec passion, si possible, et puis des sols en meilleure santé, quoi. Est-ce qu'un agriculteur peut franchir des limites techniques, franchir des tabous, s'il ne se sent pas partie prenante? C'est-à-dire, ce que je veux te dire, c'est, est-ce que tu n'as pas l'impression que ton exploitation agricole est devenue vraiment une aventure humaine? Ouais, c'est devenu une aventure humaine. J'ai la chance d'avoir des enfants. Et en fait, je ne vais pas dire que je bosse pour eux, mais la terre que j'exploite aujourd'hui, elle n'est pas à moi. Je n'ai pas le droit de la dégrader, quoi. Et donc forcément, quelque part, ça, c'est une aventure humaine de se dire on va transmettre quelque chose en meilleur état qu'on l'a eu. Et si on peut inventer, je ne veux pas être prétentieux en disant inventer l'avenir, mais tous les ans, on découvre des choses. Et ça, c'est passionnant. Par exemple, on a parlé de l'histoire des limaces tout à l'heure, qui sont des ravageurs. Et en fait, on a compris qu'elles avaient la mémoire du goût. Tant qu'elles ont une certaine nourriture, certains résidus à manger, elles ne vont pas changer. Donc aujourd'hui, on joue avec ça. C'est-à-dire quand aujourd'hui, au lieu de tuer les limaces, tu les nourris. Voilà. En fait, je ne suis plus en train de lutter, je suis en train d'accompagner la nature, quoi. C'est-à-dire, si ta limace, je vais dire n'importe quoi, elle mange un colza, toi, tu vas lui donner une alimentation, par exemple, un trèfle que tu auras cultivé, tu vas lui laisser des déchets de trèfle, donc pendant ce temps-là, elle va manger ça, et elle n'ira pas attaquer le colza. Voilà. Déjà, pendant 2-3 mois avant d'implanter mon colza, je vais l'habituer à un régime alimentaire qui va pousser pendant encore 2 mois après le colza. Et en fait, la limace, elle n'aura même pas vu que j'ai semé du colza, quoi. Donc, tu n'as pas besoin de tuer de limaces. En fait, je vais observer, je vais faire des comptages, et tant que je maîtrise, je laisse faire, quoi. Si un jour, demain, tu veux qu'un de tes enfants, ta fille ou ton fils s'installe, est-ce que tu crois... Qu'est-ce qu'il va faire qu'ils vont s'installer? Est-ce que tu crois que c'est l'idée que le système est rentable et que tu gagnes beaucoup d'argent, ou est-ce que c'est l'amour que tu portes à ce que tu fais? Mes enfants, ils feront ce qu'ils voudront, hein. S'ils sont passionnés dans un autre métier, tant mieux, quoi. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que tous les agriculteurs, quand ils se lèvent le matin, un éleveur laitier, un éleveur de volaille, il observe sa volaille. Un cultivateur, un agriculteur, un céréalier, il doit observer son sol. Et en fait, le gars qui oublie d'observer, le gars qui a pris des actions pour cultiver en Pologne, c'est pas un cultivateur, ça. Non, le gars qui est dans les champs, il doit observer son outil de travail, quoi. Même s'il rend des comptes à des actionnaires, c'est pas un problème. Mais le gars doit être passionné, quoi. C'est marrant parce qu'en même temps, tu as une posture extrêmement moderne, et en même temps, tu me rappelles mon grand-père qui, quand il voulait savoir quand il allait semer, tu faisais référence à ça, peut-être tu pourrais le redire, quand il voulait semer, il regardait d'autres trucs, il regardait le poirier sauvage. Ouais, en fait, ça fait rigoler mes voisins, mais comme on travaille en CUMA, on est obligé d'établir des plannings de travaux. Et par exemple, pour semer mon maïs, chez moi, j'ai des peupliers d'Italie que mes parents ont plantés. Et en fait, la première feuille sort entre le 28 mars cette année et le 15 avril au plus tard. Et en fait, j'ai calé mes dates de semis
sur la sortie des feuilles des peupliers. Donc cette année, c'est impressionnant, parce que cette année, on a une année météo assez bizarre, avec un début d'hiver très très doux. On se disait on n'aura pas d'hiver, on s'est pris moins 15 derrière, on n'a rien compris, et après on a eu très chaud au mois de mars, mais les arbres ne fleurissaient pas, enfin les feuilles ne sortaient pas. C'est incroyable ça, il faisait très chaud, les feuilles ne sortaient pas, comme si elles attendaient quelque chose. Et puis elles sont sorties chez moi au 25 mars, j'ai semé au 28 mars, j'ai jamais semé aussitôt. Mais en fait, c'est parce que j'ai regardé la nature. Si on regarde la vendange, depuis 20 ans, les dates de vendange sont de plus en plus précoces. Les semis de maïs sont aussi de plus en plus précoces parce que la nature est de plus en plus précoce. Donc en fait, on la suit, quoi. L'époque industrielle, elle a dit « je vais plaquer en fait, un modèle, quel que soit l'écosystème. C'est la solution, il faudra faire comme ça ». Est-ce que tu ne penses pas que demain, ça va être un peu l'inverse, c'est-à-dire c'est le système qui va essayer de se caler de plus en plus à l'écosystème, c'est-à-dire qu'on va prendre des modèles qui vont s'adapter à chaque écosystème avec des agriculteurs qui seront justement les garants. Je pense qu'il ne faudra surtout pas standardiser parce que la grosse richesse du métier d'agriculteur, c'est la diversité en fait. Et en Bretagne, c'est pas comme en Alsace, quoi. C'est pas comme dans le sud ou dans le nord. Et on ne pourra pas standardiser, quoi. Aujourd'hui, on voit des variétés de blé qui colonisent toute la France. Je ne suis pas sûr qu'elles soient très performantes partout, quoi. Et c'est pour ça qu'on peut standardiser 20% peut-être du système de production. Mais on doit garder justement de la diversité pour... si on ne garde pas cette diversité, on voit où ça nous a amené aujourd'hui, quoi. Donc il faudrait... C'est pas faire un retour en arrière, mais c'est tirer des enseignements de nos prédécesseurs, quoi. Oui, c'est prendre en compte ce qui a été fait. Bon, en tout cas, les agriculteurs comme toi, ça donne envie d'aller voir leur exploitation et de manger leurs produits et de travailler aux questions agricoles et alimentaires. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Bien.